Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un conflit qui est absolument fondamental pour comprendre l'histoire moderne du Soudan et du Soudan du Sud. C'est une histoire de division, de promesses rompues et de lutte acharnée, la première guerre civile soudanaise. Le bilan humain, lui, est tout simplement effroyable. Sur 17 ans de conflit, on estime qu'1 million de personnes ont perdu la vie. Et il faut bien comprendre qu'il s'agissait en grande majorité de civils. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui pèse encore très lourd. Mais voilà, le plus tragique dans tout ça, c'est que cette guerre, aussi dévastatrice soit-elle, n'était pas la fin. En fait, elle n'a fait que préparer le terrain pour un conflit encore plus long et encore plus sanglant. Alors la vraie question qu'on va explorer ensemble, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que ce n'était qu'un début? Pour avoir une réponse, il faut remonter bien avant le premier coup de feu. Les racines du conflit, elles, ont été plantées des décennies plus tôt. C'était comme si la division faisait partie de l'ADN du pays, et ce, dès sa conception. Ce qu'il faut bien visualiser, c'est qu'avant son indépendance, le Soudan n'était pas vraiment une nation unifiée. C'était plutôt deux mondes à part. D'un côté le nord, majoritairement arabe et musulman, et de l'autre le sud, avec ses racines africaines, animistes et chrétiennes. Deux colonies bien distinctes, gérées séparément. Et c'est là que le bas blesse. Quand on a décidé de fusionner les deux, eh bien, on l'a fait sous la pression du nord, et surtout sans même demander l'avis des dirigeants du sud. Pire encore, au moment de l'indépendance, la quasi-totalité du pouvoir politique a été confiée à l'élite nordiste. L'inégalité était donc là, structurelle, dès le premier jour. Et là, on voit bien que c'est un véritable dialogue de sourds. D'un côté, le Nord qui voit le Sud comme un groupe de rebelles qui défient l'autorité. De l'autre, le Sud qui se sent complètement impuissant politiquement et qui lutte pour sa survie face à la discrimination. Deux visions du monde totalement irréconciliables. Forcément, avec une telle fracture, le passage à la lutte armée semblait presque inévitable. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième acte, la naissance de la rébellion du Sud. Alors, comment ça a démarré concrètement? Tout part d'une mutinerie en 1955. Au début, c'est assez désorganisé, mais ça prend de l'ampleur. En 1963, les rebelles se structurent et forment l'Agnagna. Et pendant ce temps, au nord, l'instabilité politique est totale avec le coup d'État de 1969, ce qui laisse le conflit s'envenimer encore plus. Le nom de cette rébellion, Agnagna, est très parlant. Dans la langue madi, ça veut dire venin de serpent. L'image est puissante, n'est-ce pas? C'est vraiment l'idée d'un poison qui s'est infiltré dans les veines de cette jeune nation pour la ronger de l'intérieur. Mais la rébellion avait son propre talon d'Achille. Le Sud lui-même était loin d'être un bloc uni. Au contraire, il était miné par de profondes divisions ethniques internes. Et ça, évidemment, ça a considérablement affaibli le mouvement, aussi bien sur le plan militaire que politique. On passe maintenant au troisième acte. C'est le moment où, un peu contre toute attente, une voix unifiée va finalement émerger du Sud. Et c'est ce qui va rendre possible, pour la première fois, de véritables pourparlers de paix. Après des années et des années de querelles internes, un homme va réussir à changer la donne. Il s'appelle Joseph Lagou. En 1971, il réussit un véritable exploit. Unifier toutes les factions rivales sous une seule et même bannière, le Mouvement de libération du Sud-Soudan, le SSLM. Et ça change absolument tout. C'est un tournant majeur. Pourquoi? Parce que pour la toute première fois, le gouvernement de Khartoum n'a plus en face de lui une multitude de petits groupes, mais bien un seul interlocuteur, une organisation unifiée et légitime pour négocier au nom de tout le Sud. Le résultat de ces négociations, c'est l'accord d'Addis-Abeba, en 1972. Et sur le papier, c'est une avancée immense. Le Sud obtient enfin une autonomie régionale, avec son propre gouvernement, sa propre assemblée. On imagine l'espoir immense que ça a pu susciter après 17 ans de guerre. Mais cet espoir, malheureusement, va être de très courte durée. Comme le dit cette citation de manière assez brutale, cet accord n'était en fait qu'une pause, un simple répit avant que les hostilités ne reprennent. Et on en arrive à notre dernier acte, celui qui explique pourquoi cet accord de paix, en réalité, portait déjà en lui les germes de sa propre destruction. L'ombre de la prochaine guerre planait déjà. Regardons ça de plus près. D'un côté, oui, l'autonomie, mais de l'autre, des failles énormes. Par exemple, le Sud n'avait pas le droit d'avoir sa propre armée. Il restait autonome, certes, mais sous le contrôle du régime du Nord. C'était une paix en trompe-l'œil, et bien sûr, les tensions sont très vite revenues. La suite était presque écrite d'avance. Toutes ces promesses non tenues, ces ingérences continues de la part du Nord, eh bien, ça a fini par exploser. En 1983, une nouvelle mutinerie dans l'armée met à nouveau le feu aux poudres. Et cette étincelle va déclencher la deuxième guerre civile soudanaise. Une guerre qui, cette fois, ne durera pas 17 ans, mais 22 ans. 22 années de plus, avec un bilan encore plus lourd que la première fois.
Et voilà, on a bouclé la boucle. L'histoire de cette première guerre, c'est vraiment celle d'un cycle tragique. Des divisions créées de toutes pièces, des promesses non tenues, une paix bancale. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne encore très fort aujourd'hui. Avec de telles fondations, est-ce qu'une paix vraiment durable était ne serait-ce qu'envisageable?